monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Avec quelques minutes de retard, veuillez bien nous en excuser. Autour de la table, cependant, nos invités et consultants habituels, ils sont assis. Il s'agit de Dr Amadou Hassan Bouakar. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. De Dr Souley Haji. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Et puis à côté de Ousseini Issa. Ousseini, bonjour. Merci d'être là. Également Garé, sur lequel on n'arrive pas décidément à mettre la main. Il a encore voyagé pour des raisons professionnelles. Très rapidement, au menu de Presse Plus aujourd'hui, le rapport de la commission d'enquête indépendante sur la mort de l'étudiant Mala Bagalé à l'occasion des événements estudiantins, des événements malheureux du 10 avril dernier. C'est cette semaine seulement que nos confrères sont revenus largement sur ce rapport qui fait débat au sein de l'opinion publique nationale, une bonne partie de l'opinion publique nationale en tout cas. Et puis ces rumeurs persistantes sur le remaniement du gouvernement, selon beaucoup de nos confrères, il ne s'agit plus de savoir s'il y aura remaniement ou pas, mais de savoir quand est-ce qu'il aura lieu. Les gens parlent de la fin des vacances présidentielles, mais surtout qui sera le nouveau Premier ministre et qui seront dans la nouvelle équipe gouvernementale. Sinon, le principe de remaniement, semble-t-il, ou même du changement de gouvernement, est déjà acquis à en croire beaucoup de nos confrères. Nous allons, si le temps nous le permet, évoquer également la vie des partis politiques cette semaine. C'est la situation au sein de l'ANDP, Zaman Lahia, qui va nous intéresser, puisque, semble-t-il, une crise pointe son nez dans les structures dirigeantes de ce parti politique, et nous essaierons de voir pourquoi. Un parti qui est allié donc, du PNDS au pouvoir, l'un de ses principaux alliés, d'ailleurs vous le savez certainement. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Rapport de la commission d'enquête indépendante, CEI, par rapport aux événements du 10 avril dernier qui ont occasionné la mort de l'étudiant Mala Bagalé. Le journal L'Actualité titre « Déclaration de presse de la commission d'enquête indépendante sur l'affaire du 10 avril 2017 du contexte des événements ». Titre tout simplement le journal L'Actualité. La Griffe titre « L'étudiant Mala Bagalé tué par un gendarme ». L'étudiant Mala Bagalé tué par un gendarme. C'est l'une des conclusions essentielles à laquelle est parvenue donc, la commission d'enquête indépendante. Et puis le Canard en furie titre « Mala Bagalé mort pour la gloire du pouvoir en place ». Mala Bagalé mort pour la gloire du pouvoir en place. Alors, nous allons essayer de rafraîchir la mémoire à tout le monde en suivant tout de suite les conclusions de la commission d'enquête indépendante, dirigée, comme vous le savez, par les deux premiers responsables de la commission nationale des droits humains, la CNDH, notamment son président Khalid Ikiri, qui est en même temps président de cette commission d'enquête indépendante, donc qui a rendu son rapport la semaine passée. Je propose de suivre ces conclusions dans ce résumé fait par notre reporter de la rédaction de la télévision Bonferré, Aïdara Youssouf. Mala Keloumi Bagalé n'est pas mort suite à une chute. Il a été victime du tir d'un projectile à bout portant. C'est là la principale conclusion de la commission d'enquête indépendante CEI, chargée d'investiguer sur les événements du 10 avril 2017 ayant occasionné la mort de l'étudiant Mala Bagalé. Après 3 mois d'enquête sur les causes déroulées et conséquences des événements du 10 avril 2017, la commission d'enquête que préside le professeur Khalid Ikri tire ses conclusions finales. La CEI a par ailleurs constaté le non-respect des textes par les parties prenantes, à savoir l'USN, les FDS et les autorités administratives concernées. En effet, le mot d'ordre du 9 avril 2017 pour une sortie dans un esprit démocratique n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable et les franchises universitaires n'ont pas été respectées lors de l'investissement du campus de l'UAM par les FDS. L'intervention des forces de l'ordre n'était pas opportune pour plusieurs raisons.
Le recteur, qui a l'initiative d'apprécier l'opportunité, n'a pas demandé l'intervention des FDS. Le commandant du premier escadron de la gendarmerie nationale de Niamey a estimé que la situation était gérable. Il n'y avait pas, enfin, de péril en la demeure ni d'appel au secours de l'intérieur. Le rapport de la police scientifique et technique corrobore la thèse du tir à bout portant à moins de 100 mètres et écarte en même temps l'hypothèse d'une chute fatale sur une quelconque pierre. Mala Kelloumi Bagale a été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Au vu de la situation et des conclusions qui ressortent de cette enquête indépendante, la Commission a formulé des recommandations à l'endroit des parties prenantes des événements survenus le 10 avril. La Commission d'enquête indépendante fait un certain nombre de recommandations. À l'endroit de l'ISN, la CEI recommande le respect effectif de la réglementation en vigueur en matière de manifestation sur les voies publiques. À l'endroit des forces de l'ordre, la CEI recommande la présence de l'autorité civile responsable de l'ordre public territorialement compétente ou de son représentant lors des opérations de maintien de l'ordre conformément au texte en vigueur. La commission d'enquête indépendante recommande à l'endroit des autorités compétentes de faire recours au cadre formel de négociation déjà existant en le rendant plus dynamique et plus pratique. Dommagement des personnes victimes de pertes ou de détérioration de leurs biens. Pour rappel, c'est à la suite des négociations entre le gouvernement et l'USN enclenchées au lendemain du 10 avril que la commission d'enquête indépendante CEI a été installée. Elle a eu pour objectif de faire la lumière sur ce qui s'est passé le 10 avril 2017 en marge du mouvement scolaire lancé par l'USN. Alors justement, nous vous proposons le rappel de ce qui s'est passé le 10 avril 2017 et puis les déclarations qui s'en sont suivies et les actes qui ont été posés pour arriver à la création de cette commission d'enquête parlementaire qui vient de rendre d'enquête indépendante, excusez-moi, décidément, donc qui vient de rendre ses conclusions. Et cet élément de rappel est préparé pour nous par Balima Bourema. 4 mois après la tragédie qui a endeuillé le peuple nigérien avec la mort à la fleur de l'âge de Mala Bagale, étudiant en 3e année de sociologie, les masques sont tombés avec la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante mise en place pour faire la lumière sur les causes de sa mort. D'un revers de la main, la commission écarte toutes les explications données par les officiels nigériens. On se souvient pourtant qu'à l'époque des faits, tour à tour, des membres du gouvernement s'étaient relayés pour donner une version à eux de la tragédie. Mohamed Ben Omar, Kalla Moutari, Assoumana Malam Issa, Kassoum Mokhtar et même le directeur général de l'hôpital national. Mohamed Ben Omar, en tant que ministre des Enseignements supérieurs, loin de calmer le jeu, annonce des mesures draconiennes, notamment la fermeture des campus de Niamey et de Maradi, au moment où les étudiants pleuraient déjà la mort de Bagale. On se rappelle encore de la déclaration lue sur le plateau de Télé Sahel par Kalla Moutari, ministre de la Défense assurant l'intérim de son homologue de l'Intérieur. Lui aussi parlait de chute. Il faut noter qu'au cours des opérations de maintien de l'ordre, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée grâce au professionnalisme dont les forces de l'ordre ont fait montre durant ces manifestations. Malheureusement, il faut déplorer le décès des manifestants à la personne de M. Mala Bagale, blessé suite à une chute et qui s'est librement présenté aux forces de l'ordre qui lui ont rapidement porté secours en l'évacuant à l'hôpital national de Niamey où il rendit l'âme à 17 h. D'ores et déjà, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident mortel. Comme si cela ne suffisait pas, le lendemain, c'est au ministre de la Renaissance culturelle, porte-parole du gouvernement, d'enfoncer le clou. Il confirme les propos de son homologue de l'Intérieur et s'explique sur les efforts faits par l'État au profit des étudiants nigériens. Le comble de toutes ces déclarations reste celle du directeur général de l'hôpital national. Ignorant son rôle de technicien, sans responsabilité politique, il ajoute à la cacophonie en rejoignant sans ambiguïté les ministres. L'examen a relevé à l'admission
une plaie très hémorragique avec issue de substances cérébrales et craquements osseux. Le scanner a mis en évidence une fracture multifragmentaire du crâne du côté gauche, sans corps étranger, qui pourrait être liée à une chute. Cependant, une autopsie en cours viendrait étayer le diagnostic. Même la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, le regroupement des partis politiques soutenant le président de la République, s'est mise dans la danse en corroborant les dires. S'agissant de l'étudiant Bagalé, il faut rappeler qu'il est décédé pendant les échauffourées après avoir lancé des cocktails Molotov suite à une chute sur une des grosses pierres utilisées par les étudiants comme barricade et qu'il a personnellement cherché secours auprès des gendarmes qui l'ont transporté à l'hôpital. De tout ceci, il n'en est rien. La CEI rejette la thèse de la chute et indique sans embâche que Malan Bagalé a été victime d'un tir de projectile d'un élément non encore identifié de la gendarmerie nationale. Seule question en suspens, quelle suite sera donnée à ce rapport? Ousenissa, au vu de tout ça, les conclusions de la commission d'enquête indépendante, et puis on se souvient quand même des premiers propos des responsables politiques et administratifs au moment des faits. C'était quand même une bonne chose d'avoir mis en place cette commission-là, qui a permis quand même de faire la lumière sur les circonstances de la mort de l'étudiant, parce que on a vu tout ce beau monde-là défiler pour dire que c'est une chute. Chute, c'est un bloc de pierre et c'est ça qui a fracassé sa tête. Le travail de la commission a permis aux Nigériens de découvrir qu'ils sont en train de conduire leur destinée. Parce que quand des gens viennent comme ça grossièrement raconter des contre-vérités, parce que pratiquement tous, c'est des contre-vérités, y compris le directeur général de l'hôpital, c'est quand même grave. Il faut reconnaître les faits. C'était une manifestation et je crois qu'à l'époque, les étudiants n'étaient même pas encore sortis. Quand ils ont été investis, quand le campus avait été investi. On a voulu masquer tout cela. Aujourd'hui, la vérité est sortie au grand jour. Ceux qui ont dirigé cette commission, c'est quand même des personnalités, des gens responsables. Ce à quoi on doit s'attendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas simplement les recommandations là, c'est que il faut chercher à sanctionner. Il faut sanctionner parce que c'est ça qui est pédagogique. Quand il n'y aura pas de sanction, demain encore quelqu'un va donner, comment vais-je dire, une autre autorité par rapport à une manifestation pour que les éléments se déploient sur le terrain et commettent ce genre de bavure. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a des sanctions qui doivent tomber. Tous ceux-là qui ont défilé pour dire que l'étudiant est tombé, il est mort par rapport à une chute, tout cela-là, moi, je considère qu'ils ne méritent pas d'être là en train de diriger. On doit les mettre de côté, mettre des gens qui vont quand même... C'est ça qui est plus important, l'intégrité, dire la vérité. Mais malheureusement, on voit un peu comment on a voulu étouffer l'affaire. Et Dieu merci, la commission d'enquête indépendante a permis aux Nigériens de découvrir aujourd'hui qui sont ceux-là qui sont à la tête de toutes ces entités. C'est déjà pour des questions politiques. Ils sont prêts à travestir la vérité. Et que, parce que tout simplement, il n'y a pas sanction. Demain encore, s'il n'y a pas sanction, ils vont poser de tels actes. Ils vont donner des instructions pour qu'on aille mater des manifestants pacifiques. C'est ça qu'il faut déplorer et c'est ça qu'il faut dorénavant éviter. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au dépôt du rapport d'enquête indépendante par la commission. On reviendra à vous tout à l'heure, Ousenissa, pour la suite de ce sujet. Et vous, Dr Amadou Hassan Bakar, quel est votre premier commentaire par rapport à ce rapport et à sa principale conclusion? C'est quand même que le motif du décès de l'étudiant Bagalé est intendu d'un gendarme qu'on n'a pas encore identifié. En tout cas, que l'enquête, cette enquête administrative n'a pas pu permettre d'identifier. Merci Abdraman. Je pense que ma première réaction, c'est de féliciter la commission d'enquête indépendante qui a quand même
abattu ce travail formidable pour justement confirmer déjà ce que beaucoup de Nigériens pensaient. Et d'ailleurs, sur le plateau de Presse Plus, on s'était étonné quand on dit qu'il a chuté, on se posait la question, il était sur le mur, comment ça s'est passé, ou bien il a trébuché pour tomber sur un truc. Effectivement, on doutait réellement de la première version. La première version officielle qui a été donnée, et aujourd'hui, effectivement, à l'issue de cette enquête, en tout cas, les soupçons qu'on avait été confirmés qu'aujourd'hui, l'étudiant Mala Bagalé Keloumi a été à la limite assassiné, puisque peut-être tel qu'on l'a fait, il y a eu une préméditation. Donc, même si l'élément de la gendarmerie qui a tiré donc, le projectile de cocktail Molotov à moins de 100 mètres donc, de lui n'est pas retrouvé, c'est déjà une très bonne chose qu'en réalité, il a été fauché par le gaz lacrymogène qui a été fatal. Et je félicite également le laboratoire, en tout cas scientifique et technique de la police, qui a fait preuve de professionnalisme. Dans les premiers instants déjà. C'est extrêmement important. Je pense que, comme vous l'avez vu, le directeur de l'hôpital national de Niamey, quand même, qui est un technicien, où voilà des services où c'est l'hôpital qui reçoit les blessés qui sont, et c'est eux qui déterminent les causes de décès avec de matériel, en tout cas scientifique, qui maquille la vérité, et que voilà, aujourd'hui, une structure, en tout cas étatique de la police, et qui, en toute indépendance, la police scientifique notamment, scientifique et technique, effectivement, en toute indépendance et en tout, en tout cas, professionnalisme, qui a pu justement détecter que le défunt n'a pas, contrairement au dire de tous ces officiels qui ont, en tout cas, qui se sont défilés, et qui ont défilé du moins pour dire que, bon, voilà, il a chuté. Ils ont confirmé que c'est un projectile qui l'a fauché à moins de 100 mètres. Donc je pense que c'est quand même une très bonne chose. Aujourd'hui, on a des structures et des personnes qui les animent, qui sont totalement indépendantes, qui, en tout cas, qui sont en dehors de toute pression, à qui on peut vraiment faire confiance également. La commission, peut-être quelque part, c'est qui a permis à la commission d'aboutir à ce résultat, peut-être sur le serment. C'est la prestation de serment. Oui, parce qu'on regarde des le serment confessionnel qu'ils ont prêté. Le serment confessionnel, donc on regarde la personnalité qui compose cette commission. Il n'y avait pas de doute par rapport à leur intégrité dès le début, mais je pense que la prestation de serment a renforcé leur conviction, leur intégrité et leur conviction justement à faire toute la lumière par rapport à cette affaire. Et je pense qu'on peut compter sur beaucoup de ce genre de personnalités. Notamment à l'un de ces rapporteurs qui a lu dans ses conclusions. Oui, chaque Ben Salah, que tout le monde connaît, quand même, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Maintenant, c'est la suite justement qu'il faut réserver. À partir du moment où les choses sont très claires, c'est vrai, ils ont quand même relevé des violations des textes de part et d'autre, autant de la part des étudiants qui n'ont pas respecté la loi de 2004 régissant la manifestation sur la voie publique. La déclaration préalable. Voilà, la déclaration préalable, il y a une procédure. Autant il y a la violation des franchises universitaires et par les autorités donc, du maintien de l'ordre. Et également, quelque chose d'extrêmement important qu'ils ont relevé, c'est dans le cadre de la procédure du maintien de l'ordre public. Puisque l'autorité de police administrative doit être sur le lieu, c'est à lui de donner la sommation, notamment sur le maire ou son représentant qui doit donner la sommation avec le porte-voix pour dire de disperser aux manifestants. Il le fait, je crois, 3 fois. Maintenant, c'est quand ils ne font pas, ils donnent l'ordre pour pouvoir les réprimer. Et c'est ça l'autorité civile qui devrait être, dans le territoire, dans le machin relève de son territoire, qui doit être présent sur place. Je pense que c'est des défaillances dans la pratique. Je crois que dans le maintien de l'ordre, on observe cela, mais je pense que c'est quelque chose quand même d'extrêmement important que la commission a eu à relever. Et à l'avenir, je pense que dans la procédure, en tout cas de maintien de l'ordre, toute la procédure, les autorités qui doivent exercer quelques attributions, que ce soit à quelques niveaux, je pense que vont en tout cas exercer leurs attributions et pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité même dans la procédure justement de la répression de la manifestation. À propos de respect de la procédure et des irrégularités que vous avez relevées, apparemment, au vu de ces conclusions et de ce qui s'est passé, le gouvernement, ou les membres du gouvernement qui sont prononcés, en tout cas, n'ont pas tenu compte des conclusions de l'enquête, de la première enquête de la police scientifique. Premièrement et deuxièmement, de ce que le recteur, qui devrait autoriser comment on appelle ça,
les franchises universitaires, n'a pas donné son autorisation. Or, on se rappelle quand même dans les premiers propos du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, M. Ben Omar, il avait dit qu'il avait l'assentiment, et il avait averti donc, le recteur de l'université, Abdoumouni Diofo de Niamey, pour pouvoir ordonner l'investissement des lieux par les FDS. Bon, et je pense que par rapport à la violation ou au non-respect des franchises universitaires, donc autrement dit l'autorisation écrite conformément à l'ordonnance donc de 92, je pense que c'est vrai, le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, M. Ben Omar, avait dit qu'il a agi après l'autorisation du recteur. Et il vous souviendra que le chargé de communication du rectorat, donc le professeur Abdou Serki, a déjà publié sur sa page Facebook que le recteur de l'université Abdoumoun de Niamey n'a jamais donné d'autorisation écrite par rapport à l'investissement du campus, en tout cas à la violation des franchises universitaires. Donc je pense que déjà c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai vu dans le rapport quelque part effectivement où on a dit que le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque avait appelé au téléphone, je crois que le recteur, et il lui a dit que je ne sais pas, il pouvait agir ou quelque chose comme ça. Alors que déjà, dans le texte, on dit qu'il faut une autorisation écrite. Donc je pense que déjà, par rapport à ça, il y a un problème. Ce qui est évident aujourd'hui, sur la base de ces conclusions, il y a eu violation des franchises universitaires, il y a eu violation de la loi sur l'ordre, régissant les manifestations sur la voie publique, et Mala Bagalé a été, comme je l'ai dit, assassiné, puisqu'on a prémédité. Si on tire le projectile à moins de 100 mètres sur la nuque, c'est évident que la personne, en tout cas visée dans ces conditions-là, ne pourra pas supporter le cas de Mala Bagalé. Et je pense que la finalité de cette commission d'enquête, c'est de pouvoir situer les responsabilités et les sanctionner. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ces déjà, il faut quand même qu'on rende justice à Mala Bagalé, à sa famille et à l'ensemble des scolaires nigériens. Je pense que même si l'élément de la gendarmerie n'a pas été identifié, on peut porter plainte contre X pour assassinat. Maintenant, l'information judiciaire va creuser davantage pour pouvoir justement trouver en tout cas le gendarme qui aurait tiré sur lui, puisque vous savez que la responsabilité pénale elle est personnelle. Donc aujourd'hui on ne peut pas dire que bon, il y a eu des trucs, il faut peut-être condamner l'État. À la limite, l'État peut un peu suppléer donc l'auteur par rapport aux intérêts civils, notamment des dommages et intérêts, et lorsque la famille va certainement, ou le Sénat en tout cas, par ricochet, va demander la réparation donc, du préjudice pour la perte donc, de leurs camarades de Pretium Doloris, donc qu'ils puissent être condamnés éventuellement. Mais je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse, à partir de cet instant, et que tous les acteurs puissent respecter la réglementation en vigueur par rapport à ça, et que ce acte-là ne reste pas impuni. Ne reste pas impuni. Et le Nouveau Républicain, titre d'ailleurs, le journal Le Nouveau Républicain, titre d'ailleurs à propos de cette mort de Mala Bagalé et des conclusions du rapport de la commission d'enquête indépendante. Mala Bagalé, l'impunité pour le énième martyr, s'interroge le journal. Mala Bagalé, l'impunité pour le énième martyr. Alors, docteur Soulaji, d'abord votre commentaire. Est-ce que vous pensez aussi que, comme le demande la question du journal Le Nouveau Républicain, Mala Bagalé risque d'être le énième martyr? Hélas, pas le dernier, parce qu'avec ces méthodes militaires ou militaristes, évidemment, très fortes, il faut juste attendre à au pire. Parce qu'il y a quand même des manières, une approche pour encadrer une manif. Ce n'est pas n'importe comment on peut le faire. Dans tous les cas, cette commission a mis en lumière le fait que, d'abord, que le pouvoir, c'est lui qui a tort. Dans la mesure où il y a une bonne gouvernance liée à l'acquisition du pouvoir pour les étudiants. Il faut quand même rappeler que ça fait quand même depuis octobre que les étudiants n'ont pas eu leur bourse, leur allocation. Donc, pour 7 mois, les étudiants attendent. L'aide sociale notamment. L'aide sociale notamment. Arrive tout. 7 mois, sans, voyez, vous maintenant, 7 mois sans salaire, comment ça va être? Voyez. Donc, il faut quand même être patient. Maintenant qu'ils sortent, et pas violemment, mais pacifiquement, de manif, on les attend pour les affronter. Là, il y a eu, voilà. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de droit. Ils sont sortis. Donc, le gouvernement aurait payé ces droits-là. C'est cette chose-là. Il n'y aurait pas de manif de commission, de Garabagaleba, de tout ce que rien, de tout ça. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, c'est une malgouvernance qui fait qu'on préfère investir dans des dossiers ou des domaines tout à fait secondaires ou tertiaires que de donner les droits aux étudiants pour travailler entre autres. Donc, c'est ça aussi, c'est ça la cause. Donc, le pouvoir a tort
une commission en place. Là. Deuxièmement, il y a l'impunité, effectivement, comme on dit Amadou et Husseini. Parce que quand on sanctionne des petits policiers, bon voilà, ils ont tué un gendarme, c'est bon. Ouais, mais d'abord, ce qui est important, c'est d'abord les politiques. C'est donc les décideurs politiques. C'est eux qui sont responsables, en premier lieu. Ce n'est pas les petits exécutants, c'est d'abord eux. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en licence en France, il y avait une manif nationale pour donc, le retrait de la loi est évacué. Il y a eu un étudiant, Sekine, qui était décédé, qui est mort, il a été tiré, qui est mort. Un étudiant français? En France, oui, en France, le Sekine, qui est mort donc, en 83. Mais je vous dis que le lendemain, le ministre a démissionné, ses collaborateurs, le DG de la police, plein, vous voyez, les personnalités techniques et autres qui ont démissionné. Voilà, c'est ça, être responsable. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort. La vie d'un homme a été prise par les forces de l'ordre. Donc on n'a pas sanctionné les exécutants, les policiers. On ne sait pas qui, mais en tout cas, ceux qui ont donné l'ordre, en tout cas, c'est eux qui ont assumé. Donc c'est ça qu'il faut faire aussi au Niger. Chez nous, on préfère prendre le mille flétins pour laisser les gros poissons. Ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Il faut que les gens assument. Si le président n'arrive pas à les mettre dehors, il faut eux-mêmes maintenant, et cette sagesse-là, pouvoir démissionner, en établir. C'est moi qui ai donné l'ordre, donc j'assume. Ça, moralement, déjà, c'est bon. Les gens attendent ça. C'est ça, c'est une très bonne chose que de le faire. Mais de laisser l'autre être mis en place ou en cause, et puis payer le prix. Donc, ça, c'est pas bon. Troisième élément, il faut aussi que notre police, notre gendarmerie, que les forces de l'ordre soient des forces maintenant démocratiques, républicaines surtout. Républicaines. Parce que, quand même, il y a quand même, aujourd'hui, on n'est plus dans de violation de Kounché, de religion, ou je ne sais pas qui encore. On est dans un contexte démocratique, un contexte de droit. Le droit est mis en avant. Droit des hommes, droit des femmes, droit des enfants, droit des gens, de tout. Mais normalement, il faut que notre police ait cette culture-là, du droit. Mais tant qu'il n'y en a pas, donc le droit à la vie, qui est le premier droit de l'homme, quand même, doit être mis de côté. On va tuer quelqu'un. Donc, c'est ça. Il faut que nos policiers soient formés encore. En tout cas, soient encore davantage dans une culture de droit pour que, quand nous évitions demain, qu'ils puissent parlementer, négocier. Même s'il faut passer la nuit avec les étudiants, plutôt que de tirer un coup de feu. Oui, donc ça, c'est important. Et du reste, je pense que c'est la commission, au Niger, il faut mettre la commission partout, dans les affaires que vous avez, Africa, dans les apports, les arrestations, plein, oui. Bon, si on met la commission, peut-être qu'on va voir les gens, on va voir qui a fait quoi. Donc, c'est bon la commission, mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout aller vers la justice. La justice, c'est vraiment le dernier rapport, on dit, quoi que ce soit Alpha, qui peut être vraiment la barrière nécessaire pour que des méfaits, des malfrats arrêtent de faire des choses négatives pour le pays. Et la justice, justement, elle a tranché par rapport au cas de 3 policiers, toujours dans le cadre des événements du 10 avril, les 3 policiers qui ont passé à tabac un jeune étudiant en médecine qui s'est retrouvé entre leurs mains et qui a passé vraiment un sale quart d'heure. Ces policiers ont été jugés et condamnés à 1 an de prison ferme et puis 15 millions d'amende. Le Nouveau Républicain, le journal, titre à ce propos, 3 policiers condamnés à 1 an de prison ferme. 3 policiers condamnés à 1 an de prison ferme. Leur procès a eu lieu depuis le 1er août dernier et le verdict est tombé donc avec cette sanction de prison ferme 1 an et plus de 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer à l'étudiant qui a subi ces coups au moment des faits. Je propose de suivre les éléments de ce procès avec notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Boubacar Amadou. 1 an de prison ferme chacun et 15 millions d'amende pour réparation du préjudice. C'est la sentence des 3 policiers qui ont violemment tabassé l'étudiant en médecine Amadou Ali Salmani lors des manifestations estudiantines du 10 avril dernier. Il a été retenu pour les 3 policiers qui ont commis des actes, des exactions vis-à-vis de notre camarade, des actes de bavure policière vis-à-vis de notre camarade. Il a été retenu 1 an d'emprisonnement ferme et 15 millions d'amende que l'État doit payer en termes de réparation des préjudices qui a été causé sur, en tout cas, les physiques de notre camarade. Donc, c'est ce qui vient d'être annoncé tout à l'heure au niveau du tribunal en termes de délibéré. L'organe dirigeant du syndicat des étudiants de l'université de Niamey salue cette décision de la justice. Nous sommes plus ou moins satisfaits par rapport à cet état de fait. Nous considérons que le droit a été dit. Tout de même, nous nous réserverons d'examiner certaines questions à notre sein pour voir quelle sera la conduite à tenir.
La victime de cette barbarie policière se dit réconfortée par la décision. Amadou Ali Salmani a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenu et contribué à l'aboutissement de ce procès. Oui, aujourd'hui le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de fierté. Je remercie la justice nigérienne, je remercie mes avocats et je remercie l'ensemble des étudiants à l'université Abdou Moumouni qui m'ont soutenu dans cette rude épreuve de la vie. Je remercie beaucoup mes camarades. Les 3 policiers condamnés continueront à séjourner à la prison pendant au moins 7 mois encore pour purger leur peine. Pour rappel, ils ont été interpellés et gardés à vue avant d'être mis sous mandat de dépôt sur plainte du comité directeur de l'UNUN, et cela sous la base d'une vidéo véhiculée sur les réseaux sociaux. Voilà, donc cet étudiant en médecine, lui au moins aura eu justice, puisque ceux qui l'ont violemment frappé ce jour-là ont été jugés et condamnés. Oui, en réalité, moi je me dis, c'est comme ce que vient de dire le docteur Souley. Il ne faut pas s'attarder sur les minutes fréquentes. Parce que si on n'avait pas déployé la force publique sur les lieux, ça n'allait pas se passer comme ça. Ceux-là qui ont posé les actes, les politiciens, il faut qu'on commence à sanctionner. À ce moment, quand ils vont appeler pour donner des instructions pour aller maintenir l'ordre, ils sauront quoi dire aux éléments. Mais tant qu'il n'y aura pas cette sanction-là, demain encore, les policiers vont aller sur le terrain. Parce qu'on leur donne l'ordre, quand on dit allez-y mater, allez mater les manifestants. Mais quand ils vont, il y en a qui n'ont pas de limite. Ils ont de quoi, comment veut dire, ils ont les matraques, il n'y a pas de retenue, ils ont les gaz, la lacrymogène. Ils jubilent. Parce qu'on leur a donné, quelqu'un en haut a donné des instructions. Il faut que ces gens, on commence à les sanctionner. Comme ça, le policier, quand il va aller sur le terrain, ou le gendarme, ou l'élément de la garde nationale, il sait d'avance à quoi il va s'attendre. Parce que tout simplement, s'il y a des bavures, c'est que non seulement lui, il va payer, mais également celui qui l'a envoyé aussi va rendre gorge. C'est ça qui va faire la pédagogie. Mais si c'est seulement par les policiers, mais même demain, quand il y a une manifestation, on va les envoyer. Il y en a toujours qui vont se dire, bon, j'ai l'occasion de me défouler. Et ils ne vont pas hésiter à se défouler. Tant qu'il n'y a pas de sanctions au niveau, comme on avait dit, du politique, ça va toujours continuer comme ça. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Ces 3-là, ces 3 pauvres, ils se sont mis à taper parce qu'ils étaient en position de force. Ils ont pris quelqu'un. C'est comme un butin de guerre. Voilà un peu. Peut-être qu'ils étaient plus ou moins certains de leur impunité. De l'impunité. Parce que tout simplement, on leur a donné des instructions pour aller sur le terrain. Celui qui a donné les instructions là, il est où? Il est libre. Tout à fait. Mais ça ne va pas empêcher à d'autres demain quand ils vont aller sur le terrain. Parce que ce n'est pas eux tous qui ont reçu les formations en matière de, comment vais-je dire, le respect des droits humains dans le cadre du maintien de l'ordre. Ce n'est pas tous qui ont bénéficié de ce genre de formation. Il y en a qui sont recrutés. Bon, avec la tenue et tout, ils se disent, je suis en position de force. On est nombreux, on peut mater. Et c'est même un machin de fierté. Quand je vais sortir, je vais dire, j'ai tapé un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pour ça qu'il faut sanctionner en haut. Tant qu'on ne sanctionne pas la tête, ça va toujours continuer. Alors, docteur. Oui, je pense que par rapport à ce dernier point, je voulais quand même rappeler que dans le curriculum, en tout cas dans le programme de formation initiale et de formation continue, aujourd'hui à l'école de police et dans les écoles, en tout cas militaires, et de façon générale la gendarmerie et autres, on enseigne un peu les bas du droit de l'homme et autres. Je crois que les policiers quand même sont imprégnés du respect des droits humains. Peut-être, bon, vous savez que comme partout ailleurs, il y a des agents publics, des fonctionnaires qui sont zélés, ou lorsqu'ils sont sur le terrain, ils oublient les notions élémentaires du respect des droits de l'homme, de la dignité humaine qu'on leur a en tout cas inculqué dans le cadre de leur formation. Peut-être c'est insuffisant, et les événements du 10 février, peut-être du 10 avril, excusez-moi, en tout cas, doivent faire en sorte que si le contenu de la formation dans le cadre des droits humains c'est insuffisant, peut-être se renforcer effectivement du devoir pour que les gens puissent vraiment avoir
croire à l'idée que l'impératif du maintien de l'ordre public n'empêche pas justement le respect des droits humains et de la dignité de façon générale. Donc je pense que ce que je veux dire par rapport au cas de cet étudiant qui a subi des traitements cruels, inhumains, dégradants, des sévices, en tout cas d'atteinte à son intégrité physique, lui il a eu droit à la justice et voilà, aujourd'hui il s'est exprimé, il a le sentiment vraiment d'être satisfait parce que au moins voilà, la justice lui a été rendue. Je pense que de la même façon que lui aujourd'hui il n'a pas perdu la vie heureusement, et on lui a rendu justice, il est content. Je pense que le défunt Mala et Kelomi Bagalé également quand même a besoin de cette justice pour qu'on puisse lui rendre justice et par rapport à ces assassins. Je pense que cela est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui je ne vois pas l'intérêt le résultat de cette enquête-là, si ça ne débouche pas sur une poursuite et éventuellement des sanctions. Je pense que c'est ça un peu, c'est cet aspect pédagogique-là qu'il faut rechercher. Et à l'avenir, comme je l'ai dit, tous les acteurs vont se dire que dans le cadre des manifestations, les étudiants doivent, puisqu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, il faut le rappeler quand même. Et c'est en cela que je pense que le rapport d'enquête a été vraiment objectif. Autant du côté des étudiants, ils ont relevé des insuffisances, notamment en termes de respect de la réglementation par rapport aux manifestations sur la voie publique, la déclaration préalable, autant du côté des forces de l'ordre qui assurent le maintien de l'ordre public et des autorités de police administrative en général, ils ont relevé toutes ces insuffisances. Je pense que... en termes de sanctions, docteur Soulaji parlait tout à l'heure du ministre qui aurait démissionné en 1983 à la suite des manifestations citoyennes. Il faut dire que dans le cas présent du 10 avril, le ministre non seulement il n'a pas démissionné, mais il est resté dans le gouvernement. C'est vrai qu'on lui a changé en guise de sanction, on lui a sanction entre griffes, on lui a changé de poste ministériel, il a quitté le ministère des Affaires des enseignements supérieurs pour se retrouver au ministère de l'Emploi. Donc mais moi je pense que Dr Soulaji il se trompe de pays parce que lui-même il a rappelé, c'est en France. Eux, ils ont cette culture de la démission de la responsabilité. Le principe de l'imputabilité fait que même s'ils ne sont pas... Depuis 1983 quand même, ça fait 34 ans. Hein. Donc, 34 ans. Mais c'est une démocratie où les gens respectent. Ils assument le principe de l'imputabilité, c'est une réalité chez eux. Même s'ils ne sont pas des exécutants, à partir du moment où c'est eux qui ont donné des instructions, ils assument la responsabilité morale. Il y a eu beaucoup de situations dans ce pays où, en cas que ce soit ici sur le plateau, où les citoyens lambda, les gens ont demandé à ce que les gens démissionnent. Dans, en tout cas, l'histoire politique et institutionnelle du Niger, rares sont les cas où les ministres ont démissionné. On se rappelle de la démission du président de la République actuelle, le 28 septembre. Oui, il était Premier ministre pendant l'AFC. On se rappelle de la démission du ministre Issa Lamine. Et je pense que, bon, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres. En dehors de ces cas-là, on n'a pas eu les démissions. On n'a pas cette culture, malheureusement. On n'a pas cette culture de la responsabilité où, dès qu'il y a des soupçons, ou bien on sait qu'on a posé un acte qui est répréhensible au regard de la loi et qui a des conséquences, on démissionne pour se mettre à la disposition de la justice. Et puis, ça, c'est la France. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas cette culture, mais je pense que de plus en plus, il faut quand même que les gens aient le courage vraiment d'assumer les actes qu'ils ont posés. Alors, dernier aspect rapidement avant d'aller chez le docteur Soulaji, c'est par rapport à l'ordre manifestement illégal. Dans ce genre de situation, Ousseini disait tout à l'heure que les politiques donnent des ordres, la hiérarchie donne des ordres et tout, et les exécutants, si les responsables politiques ne sont pas sanctionnés, même demain, ces exécutants seront obligés de poser des actes répréhensibles et qui peuvent se retrouver, donc, comme ces 3 policiers, devant la justice et de subir les conséquences. Alors, est-ce que au sein des FDS, au sein de la police, par exemple, ou la gendarmerie, ou la garde nationale, qui peuvent généralement se retrouver dans des situations de maintien de l'ordre, comment est-ce qu'ils ces éléments peuvent interpréter l'ordre manifestement illégal? Est-ce qu'ils peuvent refuser d'obéir à ces ordres? C'est une très bonne question, effectivement. Et en ce qui concerne la loi sur l'ordre manifestement illégal, il y a des exceptions. Effectivement, lorsque l'ordre a été donné dans le cadre du maintien de l'ordre, et là tout à l'heure j'ai relevé les insuffisances dans la procédure. Est-ce que toute la procédure est régulière? Lorsque l'ordre est donné dans le cadre du maintien de l'ordre public, il n'y a pas d'ordre manifestement illégal qui, dans le sens d'engager la responsabilité personnelle de l'agent exécutant. Donc je pense qu'il faut faire la nuance. Maintenant, à ce niveau, on a vu sur toute la chaîne, il n'y a pas eu respect de la procédure. Il y a vice de procédure dans le cadre de ce maintien de l'ordre public. Et je pense que de ce point de vue, effectivement, c'est dans le cadre de la formation
de ces forces de défense et de sécurité qui interviennent dans le cadre du maintien de l'ordre public, justement, c'est de leur enseigner le contenu de la loi sur l'ordre manifestement illégal, pour voir jusqu'à où, qu'est-ce qu'on appelle ordre manifestement illégal, dans quel cadre, est-ce que seulement dans le cadre de l'exécution normale de leurs attributions, est-ce que dans le cadre du maintien de l'ordre, il y a des exceptions et comment est-ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est des choses comme ça, puisque malheureusement dans ce pays, les gens ne lisent pas les textes. Les gens ne lisent pas les textes, surtout pour eux, puisqu'il y a plusieurs cas où on voit de temps en temps, on dit que bon, non, tel ordre il est manifestement illégal. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, les temps sont révolus où, comme on le dit, lorsque dans le cadre militaire, le supérieur donne des instructions, on dit que le subordonné l'exécute sans hésitation ni murmure. C'est après avoir exécuté l'ordre qu'on vient et on demande pour quelle raison. Je pense que le contexte démocratique, le contexte de l'état de droit, on fait en sorte qu'il n'y a plus d'exécution des ordres arbitraires. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il fasse la part des choses. L'ordre qui est manifestement illégal dans le cadre vraiment de l'exercice normal et dans les situations de maintien de l'ordre public où là également la loi sur l'ordre manifestement illégal a précisé tous ces aspects-là. Vraiment difficile d'apprécier quand on est sur le terrain, quand on est militaire, policier ou gendarme. Et c'est pourquoi peut-être il faut sanctionner ceux qui donnent les ordres justement, pour éviter que le militaire ne refuse d'obéir à un ordre direct sur le terrain au moment des faits. Alors, docteur Souleyaji, les 3 policiers qui ont tabassé ce jeune étudiant ont été condamnés. Bon, la victime est contente puisque la justice lui a été rendue, sa structure syndicale aussi, Lyonoun, suite à une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. La justice peut aller au-delà donc des constats, notamment faits à la suite d'enquêtes comme celle de la commission d'enquête indépendante. Est-ce qu'on peut s'attendre au même traitement des conclusions auxquelles a abouti cette commission? Oui, effectivement, je crois qu'il faut que cette enquête, cette commission-là, puisse avoir une sorte de prolongement dans la justice notamment, et que les suggestions de condamnation qui ont été faites soient en tout cas suivies des faits. Nous avons des points ponctuels où on a cité peut-être des personnalités ou des structures, pour que ces structures-là, les personnalités soient inquiétées, soit en tout cas devant le juge. Parce que sinon ça ne sert à rien. Parce qu'on va juste sanctionner quelques policiers et puis c'est fini. Il faut que vraiment on sache maintenant quelle structure, au niveau académique, il y en a, au niveau ministériel, au niveau policier, et suite, tout cela, quels sont les acteurs, les dirigeants responsables qui ont commis, en tout cas donné ces ordres-là. En ce moment, la justice va pouvoir apprécier et juger en conséquence, y compris donc après les amendes, là aussi. Évidemment, pour le jeune étudiant en médecine, bon, il n'est pas content à 100%. Il y a quand même parler qui est mort. Il y a quand même des blessés. Il y a quand même des gens face à l'infirmerie qui sont blessés. Et après, donc, c'est pas quand même quelqu'un qui dit voilà, moi je suis content, c'est fini. Non, non. C'est quand même une action collective donc, dans laquelle il n'est qu'un membre, qu'un élément. Et donc la justice reste encore à faire. C'est pas encore fini. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut voir, ce n'est pas en aval, c'est en amont. C'est-à-dire que dès lors que le pouvoir consent à donner ses droits à ceux qui l'ont, donc le méritent, que ce soit des bourses d'études, des allocations, des aides sociales, des salaires. Parce qu'à ce moment-là, si le pouvoir fait ça, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de descente en amont. Pardon, en aval, il n'y aura pas. Parce que déjà, à ce niveau-là, les gens vont dire voilà, c'est bon, on a nos droits. À ce moment-là, donc pas besoin donc, de faire appel à la police, à la gendarmerie, qui encore. Donc, à ce niveau-là, tout passe en amont. Que ce soit même le dialogue. Si le ministre avait continué à dialoguer, à parlementer, d'abord, ça allait peut-être changer les choses. Mais à un moment donné, il y a eu une rupture de négociation, de dialogue. Évidemment, que voulez-vous que je dise en face? Quand le ministre lui-même en personne met fin donc, au dialogue. Voilà, donc c'est tout cela. Donc c'est vraiment une culture de dialogue, de communication, de négociation, tout cela qu'il faut privilégier avant que maintenant, éventuellement, une certaine descente en aval vienne. Même si elle vient cette force-là, il faut qu'elle là aussi, elle aussi maintenant, puisse suivre les procédures démocratiques en matière de maintien de l'ordre. Car les procédures qui sont là, standard, que ce soit en États-Unis, en France, partout, il y a ça. Donc nous, on n'a pas à aller comme ça brutalement agresser ces gens-là, parce que c'est gendarmes, ces policiers, ces militaires qui sont là-bas. Ce sont leurs parents, ce sont leurs frères, ce sont leurs soeurs, ce sont leurs cousins, ce sont les mêmes. Donc comment allez-vous aller agresser, violenter vos frères, vos soeurs,
ainsi de suite. Donc je pense que tout cela montre qu'il n'y a pas vraiment une culture assez forte qui puisse faire prendre conscience aux forces de l'ordre qui a nécessité à préserver la vie et l'intégrité de la personne humaine. Sinon, quand même, c'est inimaginable que, bon, quand en ville, on le voit, en ville, on voit les policiers, les gendarmes, mais ils sont humains, ils sont gentils, ils ont fait, c'est les agneaux. Mais comment voulez-vous que subitement, ce bonhomme-là change de visage et devienne un être violent? C'est ça qui n'est pas compréhensible. Donc, quelque chose, donc, ils peuvent être autant pacifiques dans la vie civile, quand ils sont civils, que dans un lieu de manifestation publique. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens, que l'État cultive. Il ne faut pas changer. Vous êtes quand même des gens humains, vous n'êtes pas des bourreaux, vous n'êtes pas des gens violents. Donc il faut que cela, parce que ce sont vos frères, vos soeurs, je le dis. Donc il y a toute une culture à faire, et je pense que si on le fait, il y a des chances que les choses changent, mais surtout, en tout cas à mon avis, c'est surtout le niveau, donc, n'est-ce pas, du gouvernement de sommet qu'il faut cultiver. Il faut que nous ayons des gens responsables, donc qui tiennent leur engagement, qui promettent des salaires ou allocations ou autres émoluments aux contractuels, mais qui ne tiennent pas cet engagement-là. Combien de fois le ministre signe, voilà, on a signé, allez, dans 2 mois, dans 3 mois, allez, venez, le moment vient, le délai vient, dépasse, il n'y a rien. Le président, c'est la même chose. Octobre, novembre, attendez, non, on va voir en décembre. Décembre, il vient, il n'y a rien. Après, non, attendez, en janvier vient. Mais comment voulez-vous? Donc c'est tout cela, c'est un cumul, vous voyez, de promesses non tenues. Et c'est ça qui fait que donc, les gens sont excédés, les gens sont frustrés. Donc maintenant, quoi faire? On a tout fait, on a tenté, on a été patient, on a négocié, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'on fasse? Donc, ils disent, bon, on va quand même utiliser la Constitution. On va faire une manif pacifique. Même là, encore, on s'agresse. Bon, vous voyez, c'est tout cela qu'il faut corriger. Voilà, tout à fait. Alors, le remaniement du gouvernement qui est dans l'air depuis quelques semaines maintenant, les rumeurs persistent. On s'attend donc à ce changement de gouvernement vers la fin des vacances présidentielles qui continue jusqu'à la fin du mois d'août, semble-t-il. Le journal L'Actualité titre à propos de ce remaniement gouvernemental en vue ou en perspective. 7e République, il est fort possible que Brigitte Raffini lâche prise. 7e République, il est fort possible que Brigitte Raffini lâche prise. Démissionnera pas. Le journal pense que cette fois, c'est pour de bon. Brigitte Raffini a décidé de quitter son poste de Premier ministre. Le Canard en furie, titre primature, 3 candidats pour un fauteuil. 3 candidats pour un fauteuil. Et notre confrère cite déjà, lui connaît déjà ces 3 candidats. Pour lui, il s'agit de Amadou Altiné, actuel directeur de cabinet du ministre des Finances, du PNDS Taria, Bazoum Mohamed, président du PNDS Taria, et puis Kala Moutari, également ministre de la Défense, également membre du PNDS Taria. Et le Nouveau Républicain, le journal titre intrigue politique, remaniement ministériel, joue-t-on à la diversion? Remaniement ministériel, joue-t-on à la diversion? Ce dernier confrère, lui, pense que toutes ces rumeurs font partie d'une diversion savamment orchestrée pour, semble-t-il, faire passer au second plan des grandes préoccupations de l'heure, comme selon lui, ce gouvernement en a l'habitude. Alors, Ousseini Issa, 7e République, il est fort possible que Brigitte Raffini lâche prise, 3 candidats pour un fauteuil, selon le Canard Firi, ou bien est-ce qu'il s'agit, tout ça n'est que de la diversion? Dans tous les cas, moi je l'ai toujours dit sur ce plateau, en réalité ce n'est pas le changement d'homme, ce n'est pas ça qui va changer, c'est les politiques publiques. C'est les politiques publiques qui sont mises en œuvre. On a beau changer tout le gouvernement, Premier ministre, tous les ministres là, quand des gens ils n'ont pas de politique publique, qui sont des politiques publiques qui peuvent permettre de créer les conditions de développement, ça ne sert absolument à rien du tout. Les gens font des spéculations, qui est remaniement, qui n'est pas remaniement. Brigitte, il est là depuis pratiquement 7 ans. Depuis 2011 en tout cas. Depuis 2011, 6 ans et demi. Peut-être qu'il est fatigué, il veut s'en aller pour aller se reposer. Mais moi j'ai dit, ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas ça l'essentiel.
Si c'est juste changer des hommes ou karma, il y en a même, c'est juste... Mais sauf que, Ousseini, c'est par rapport à ce gouvernement, les gens, une grande partie de l'opinion publique, dont vous, d'ailleurs, certaines fois sur ce plateau, êtes d'accord sur au moins 2 éléments par rapport à ce gouvernement. Premièrement, qu'il est pléthorique, donc il faut le ramener à une taille beaucoup plus raisonnable, une vingtaine de ministres, pourquoi pas. Et deuxièmement, et cela réduirait un temps soit peu le temps de vie de l'État. Et deuxièmement, qu'on ait en face un gouvernement moins politique ou moins politisé. Donc mettre des technocrates pour pouvoir gérer et relever les défis. C'est ça que tu ne vas pas avoir. Voilà. Ça, c'est pas évident. Même quand tu as un remaniement, c'est pas évident. Il y a combien de leaders de partis politiques qui siègent au sein du gouvernement? Presque tous les partis membres de la mouvance ont les leaders au niveau de... Ça va juste être la chaise musicale. Peut-être. Quand il y aura le remaniement, peut-être il y aura 2 ou 3 nouvelles têtes ou 4 nouvelles têtes. Mais sinon, les restes là... Non, on parle carrément des changements de gouvernement. Pour cette fois. Mais non, mais... Puisque le Premier ministre lui-même va partir. Oui, mais d'accord. Ceux-là, des partis politiques, là, les partis alliés, là, tu penses qu'ils vont abandonner leur fauteuil là pour que un second couteau vienne? Non. Ils vont continuer à siéger. D'abord, quand on va dire d'envoyer les listes, c'est d'abord leur nom en tête. Ils ne mettent pas les noms des autres acteurs, des autres militants, c'est d'abord leur nom. Priorité, c'est eux. Ils vont revenir. Tant qu'il n'y aura pas, parce que ce n'est pas un gouvernement de technocrates, c'est un gouvernement politique. À partir du moment où c'est un gouvernement politique, moi je ne me fais pas d'illusions. Tout ce qu'on a beau raconter que le gouvernement technique, les mêmes têtes vont revenir. On a comme l'impression que, alors que la personne a fait 3, 4 ans sans donner aucun résultat. Mais on ne peut pas l'enlever. Parce que tout simplement, il soutient. Voilà ce qui fait qu'on a comme l'impression que quand on parle de remaniement, non, c'est dans les pays où les choses marchent normalement, tu as obligation des résultats. S'il n'y a pas de résultats, tu t'en vas. Mais ici, il n'y a pas de résultats, mais la personne reste. Parce que tout simplement, la personne est politique, c'est un leader politique. Et qui ne va jamais céder sa place et son fauteuil là à son SG ou comment vais-je dire, le vice-président, si son parti a un vice-président, il ne va jamais céder sa place, tant que ce n'est pas de force. Mais il y a combien de cas dans le gouvernement? Il y en a combien? Quels résultats ils ont donné? Mais chaque fois qu'il y a un remaniement, ils vont quand même revenir, parce qu'ils sont habitués à la voiture noire. C'est comme ça. Ils ne veulent pas lâcher les privilèges. Ils vont jamais. Ils vont en faire une... comment veut dire... Non, c'est une rente. C'est ça qui est dommage. Parce que si c'est des technocrates qu'on va amener, qui vont réfléchir aux politiques qui ont été mises en œuvre, qui vont sortir, en tout cas qui vont amener l'innovation, ça perd. Mais quand c'est des gens, c'est la routine. C'est la routine. Et je ne suis pas convaincu que le président Issoufou puisse faire ça. Je ne suis pas convaincu. Qu'il puisse balayer tous ces gens, il y en a qui commencent même à grincer les dents parce que les quelques strapontins qu'ils ont eu au niveau des administrations de ceux-là, on est en train de les dégager. Ça commence à faire jaser. Tu penses qu'ils vont accepter? Ils vont casser la mouvance, ils vont casser. Si on les met dehors, ils vont dire non, ils s'en vont. Ils savent qu'ils ne pèsent rien du tout. Hein. Mais le seul fait d'avoir un parti politique, on t'a nommé, tu as goûté à tous ces privilèges, ces avantages-là. Ils ne veulent jamais lâcher prise. Sans résultat, ils vont rester parce que tout simplement, on est venu ensemble, on va continuer ensemble jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, docteur Amadou Boubacar, il est fort possible que Brigitte Raffini lâche prise. Le canard dit l'actualité, le canard Raffini pense déjà à l'après Brigitte. 3 candidats selon ce journal se présentent pour le fauteuil, le Premier ministre, il les a cités. Il s'agit de Bazoum Mohamed, Kala Moutari et de Amadou Altine, tous du PNDS Taria. Et puis le nouveau républicain pense lui que c'est même de la diversion, toutes ces rumeurs de changement de gouvernement ou de remaniement ministériel. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça fait quand même un bout de temps que, en tout cas, les rumeurs courent par rapport à un éventuel remaniement ministériel du retour des vacances présidentielles, que l'équipe gouvernementale sera renouvelée, y compris cette fois-ci
Premier ministre qui va démissionner, ainsi de suite. Bon, je pense que c'est vrai, puisque peut-être face à l'absence de résultats aussi de la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever et que le gouvernement actuel, en tout cas, n'arrive pas à peut-être relever ces défis multiples qui se posent sur le plan interne et sur le plan international. Je pense que le président de la République qui tient à son programme et qui rêve en tout cas d'un pays prospère en 2021, donc à la fin de son mandat, je pense qu'il a intérêt effectivement à mettre en place une équipe de technocrates si possible qui pourra lui produire en tout cas le résultat escompté, même s'il n'arrive pas à avoir tous les résultats avant en tout cas la fin de son mandat, c'est quand même une très bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne le truc, je voulais quand même un peu rappeler sur le plan technique, dans le cadre actuel donc de la Constitution de la 7e République, et avec cette majorité que le président de la République a, il n'a pas besoin d'obtenir la démission du Premier ministre pour nommer une nouvelle équipe gouvernementale. L'article 56 de la Constitution précise quand même à l'alinéa 1er que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. L'alinéa 2 dit, sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Donc aujourd'hui, si le président de la République décide sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, de changer une équipe gouvernementale, il met fin aux fonctions du Premier ministre, il nomme un nouveau Premier ministre et pour respecter la procédure, donc sur proposition du nouveau Premier ministre qui sera chargé de former l'équipe gouvernementale, va nommer les autres membres du gouvernement. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Mais effectivement, aujourd'hui, vous savez, malheureusement, les contextes dans lesquels il y a eu la réélection du président, où il y a eu, c'est quand même une coalition des partis politiques qui ont soutenu le président de la République, on s'est toujours posé la question de savoir est-ce qu'il a suffisamment les coudées franches pour décider de X ou Y sans risque justement de voir cette majorité s'effriter, le risque de le mettre en cause. Donc je pense que c'est certainement toutes ces raisons-là qui font en sorte que le président de la République n'arrive pas, malgré le fait que beaucoup des ministres certainement ne lui donnent pas satisfaction par rapport à la mise en œuvre de son programme, donc la Renaissance Acte 2, il n'arrive pas justement à les dégager parce que sûrement que le parti va maugréer, les gens vont faire des trucs, tout ça là. Mais je pense que s'il continue comme ça, les mains liées, il ne peut pas dégager un ministre qui ne lui donne pas de satisfaction, qui est incompétent, par peur que son parti ne quitte la majorité. Pour beaucoup, c'est l'a rappelé, c'est des partis pratiquement qui ne pèsent pas. Donc c'est 2, 3 députés, ainsi de suite. Si là, en tout cas, l'essentiel ou les 3 ou les, je sais pas, 4 grands partis de la mouvance, puisque à lui seul, son parti a à peu près 75 députés aujourd'hui. Donc je pense qu'il a suffisamment une majorité, en tout cas confortable, de gouvernement qui puisse lui permettre de mettre en place un gouvernement, cette fois-ci, non pas trop politique, un gouvernement justement des techniciens, donc un gouvernement des technocrates qui pourra relever effectivement les défis. Maintenant, quitte à savoir effectivement, est-ce que lui-même, il a le courage politique de prendre une telle décision sans pour autant que les autres le fassent, continuent d'ailleurs à lui faire du chantage. Peut-être c'est un peu ça la question. Sinon, le remaniement s'impose vraiment dans le contexte actuel au regard de multiples défis, en tout cas qui persistent. Je pense qu'il faut renouveler l'équipe, resserrer la tête du gouvernement, on l'a toujours dit, et vraiment faire le choix des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le profil des ministres qui seront nommés à tel ou tel poste et maintenant leur profil personnel, je pense. Alors, docteur Paul, sur le plan politique, on dit tout à l'heure que le président a peut-être les mains liées à cause de son gouvernement qui est composé d'alliés politiques, donc de partis politiques, et ce gouvernement est majoritairement composé des présidents, des leaders de ces partis politiques, justement, et avec certains, il a des accords ou des accords donc, bilatéraux avec certains de ces leaders des partis politiques qui se retrouvent dans son gouvernement. Politiquement, il ne peut pas s'en débarrasser. Non, ces accords, ces alliances qui ont été contractées, je veux dire que ce n'est pas forcément à vie, c'est que c'est en 2021, parce que il n'a plus besoin de faire un autre mandat. Donc il peut se débarrasser de ces personnalités-là, politiques, sans qu'il y ait de graves conséquences pour lui. Il n'y a pas un jeu à la mesure. Les gars, quand tu ne veux pas rester, ok, tu veux partir. Dis qu'à moi, dans
dans 4 ans, je vais partir. Bon, donc je dis vraiment, il n'est pas inquiet pour ça. Ce qui est très inquiétant, c'est avoir un vrai plan B. Est-ce qu'il a un vrai plan B pour changer le gouvernement? Est-ce qu'il a un meilleur Premier ministre que Brigitte Rafini? S'il l'enlève là, s'il sort, si Brigitte part, est-ce qu'il a un aussi d'être consensuel, sage, réservé, discipliné, tout ce que vous voulez? On a déjà 3 noms, on a déjà 3 noms. Bazoum Mohamed, président du PNDS, ministre de l'Intérieur, ministre d'État. On a également Kalamoutari, ministre de la Défense, membre du PNDS également. Et on a Amadou Altiné, membre du PNDS. Est-ce qu'ils sont réservés? Est-ce qu'ils sont disciplinés? Voyez, donc c'est tout ça. Voilà, donc voyez, donc tout ça, est-ce que parmi ces gens-là, on peut trouver ces critères-là? Ce n'est pas évident. C'est pas évident que voilà, des gens vraiment. Voilà. Voilà. Donc je pense que donc on va réfléchir par 2 fois avant de virer s'il le faut et Brigitte Rafini. Ce n'est pas évident. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas eu un vrai plan B. Mais si Brigitte Rafini veut partir de lui-même, on l'a dit aussi. Ah, mais il va négocier pour le reste. Il avait déjà. Il va négocier pour le reste. Ah bon? Il va dire dans Allah, il faut rester parce que la situation est compliquée. Mais à condition quand même qu'il soit. À condition qu'il soit le vrai chef du gouvernement. Voilà, bien sûr. Mais bien sûr. À ce moment, voilà. Tu as raison. À ce moment, je pense quand même ces conditions. Mais il faut que je sois vraiment le vrai chef du gouvernement. Que les gens, comment dirais-je. Qu'ils choisissent lui-même ses ministres. Éventuellement, monsieur. Tout cela c'est important, parce que c'est quand même important. Donc ça c'est important. Et deuxièmement, il faut aussi que donc les chefs des partis politiques là, qu'ils soient dégagés. Là aussi on peut le faire, je dis, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. À court terme ou à moyen terme, ou à long terme pour lui, il n'y a pas d'enjeu. Il n'est pas incroyable dans les 3-4 ans à venir. Il peut se déplacer pour mettre des technocrates, des techniciennes, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça c'est donc quelque chose qui peut être fait. Donc, en même temps, on a diminué le nombre de ministres dans le gouvernement. La taille, c'est vrai, 40 de ministres, 43 ministres. Bon, je pense que c'est quand même trop. C'est trop. Quand un pays pauvre où les gens ne sont pas payés, les contractuels, les étudiants, les salariés. Bon, donc, il faut raisonner. Et important, et puis en même temps aussi, chercher aussi à prévoir pour le mandat à venir le nombre de députés. Là aussi, c'est pléthorique. Trop de députés. Pendant que le pays coule. 183. 171. 171 députés, vous voyez. 171. Et comme ils assistent à des sessions parlementaires, combien assistent? Qu'est-ce qu'ils ont comme apport, comme résultat qu'ils avoir? On ne voit rien. Voilà, donc tout cela, il faut diminuer parce que quand même la situation. Et en disant, on est passé de 83 députés à 171. Donc de 183 à 113 et de 113. Non, j'ai dit, oui, je prends les deux extrêmes. J'ai dit de 83 en disant de 83 à 171. Voilà, donc tout cela, il faut revoir ces choses-là. C'est important. Donc la taille des institutions, en tout cas budgétivores, il faut que ça soit diminué en tout cas, avec beaucoup plus de force en tant que tel. Et surtout aussi, il faut faire en sorte que désormais, il puisse avoir beaucoup plus de genre, donc de respect des genres dans les institutions. Quand vous voyez, chaque fois qu'il y a une organisation du gouvernement, chaque fois on oublie quelques femmes, voilà. Bon, tout ça, dans telle institution, c'est la même chose. Bon, là aussi, il faut que, donc, le président ne veut pas sortir par la grande porte, comme on dit, qu'il puisse promouvoir plutôt donc, la culture du genre. Que, dans tous les domaines, que ce soit homme, femme, que ce soit jeune, que ce soit cela, tout cela, il faut que vraiment cela soit pris en compte. S'il le fait, c'est un bonus important. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il peut changer s'il veut, sans être redevable à qui que ce soit. Maintenant, sa volonté politique, effectivement, comme l'a dit Modou, il va maintenant prévaloir. Est-ce qu'il a vraiment sa volonté politique là de le faire pour peut-être marquer l'histoire? Parce que c'est ça aussi qui est important pour lui, maintenant, c'est ça qui reste. Moi, je pense que, en tout cas, avec un peu plus de raisonnement ou de raison, il peut quand même aller un peu plus loin que ce qu'il a fait jusque-là. Alors rapidement, cette crise au sein de l'ANDP, en 5 minutes, on va en parler rapidement. L'ANDP, c'est l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, dont le fondateur, Amoumoni Adamou Jarmoko, est décédé justement en 2011. En 2009, pardon, donc au temps fort de la lutte anti-Tazarké avec la coalition qui est composée donc, du PNDS et des autres partis politiques, la CFDR. Alors le nouveau républicain titre, un membre fondateur du parti appelle à un sursaut à propos de cette crise au sein de l'ANDP. Un membre fondateur du parti appelle à un sursaut. Eh bien, ce n'est pas le premier, ce membre fondateur du parti qui appelle à un sursaut, c'est l'ancien ministre Ali Seini Gado, Ali Seini Gado que vous avez aperçu tout à l'heure, sa photo en tout cas. Et puis, avant lui, il y avait déjà un des députés de ce parti, le député Salifou Meyaki, de la région de Dosso, qui a également demandé
qui a appelé à un sursaut au sein de ce parti pour le revigorer, pour le mettre d'aplomb, un parti qui est très mal en point selon ses propres militants qui sont responsables donc des organes dirigeants de ce parti politique. Alors Hussein Issa, rapidement. Bon, mais avant Alice Nigado, avant Salif Meyaj, il y a eu déjà, je crois, un Moussa Abdou, voilà. Depuis qui était à la tête d'un groupe qu'on appelait le groupe des réformateurs, voilà, des jeunes réformateurs notamment. Il y a eu des problèmes avec M. Jarmokoy. Oui. Et ça a continué parce que les clauses n'ont pas été tenues. N'ont pas été respectées. Les autres ont suivi. Mais aujourd'hui, ils commencent parce que vous savez... Notamment que le parti politique devrait avoir un candidat aux élections présidentielles 2016, ce qui n'avait pas été le cas. C'était des engagements, c'était, je crois, des résolutions à l'issue de leur congrès de Maradi qui n'ont pas été respectées. Le dernier congrès du président. Parce qu'elle n'a pas Maintenant, quand on voit un peu le parcours de ce parti-là, en 2013, à l'occasion des élections, ils avaient, je crois, combien de députés? Ils avaient autour de 13 députés. 1993, vous voulez dire? Oui, 93. 1993. Ils avaient autour de 13 députés. Et le parti s'est effiloché au fil du temps. Depuis pratiquement le décès du père fondateur, pratiquement quand son frère a pris les rênes, le parti ne représente que l'homme. L'actuel président ne représente que l'homme de lui-même. On n'a pas l'impression que le président a des ambitions. Et c'est en réalité tout ça là qui fait que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non, on ne peut pas continuer à sombrer pendant qu'un sursaut peut être fait pour pouvoir redynamiser le parti, l'amener à se repositionner sur l'échiquier national. Parce qu'aujourd'hui, le parti ne représente plus que l'homme de lui-même. C'est ça le constat. Malheureusement, c'est ça le constat. Des partis nés hier ou avant-hier sont partis de dépasser sur l'échiquier politique national. En tout cas, en termes électoraux. Et moi, je trouve que dans une association, dans un regroupement, c'est tout à fait naturel que les gens, quand ils constatent qu'ils sont en train d'aller à la dérive, d'appeler à ce qu'il y ait un sursaut pour pouvoir, en tout cas, maintenir leur cadre, leur association, parce qu'un parti politique, c'est une association, pour pouvoir maintenir l'association en vie. Tout à fait. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Alors, docteur, et on se rappelle effectivement quand, à l'occasion des premières élections démocratiques, en tout cas post-conférence nationale, l'ANDP Zamalya était quand même le 4e parti politique en termes de taille et de poids électoral. Après le MNSD, le CDS et le PNDS Taria, et puis en nombre de députés aussi, c'était le 4e parti au niveau du Parlement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et le parti est relégué vraiment dans le ventre mou, je dirais, du classement des partis politiques au Niger. Oui, effectivement, quand on suit justement la trajectoire du parti de l'ANDP Zamalya, comme vous l'avez dit, depuis 1993, en termes de nombre de députés et les régressions qu'on enregistre, effectivement, si on fait une analyse, on peut, sans risque de se tromper, dire que dans les années à venir, si il n'y a pas une nouvelle gouvernance au niveau du parti, effectivement, le parti risque d'être réduit, en tout cas à sa portion congrue, à sa plus simple expression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui explique un peu ce rappel à l'ordre, peut-être en tout cas de façon ouverte, qui est des militants, donc le député en question et puis le membre fondateur qui a vu Alice Nigado. J'ai vu la correspondance qu'il a écrite, j'ai lu ça au président du parti pour vraiment le rappeler à un peu remobiliser les militants. Les structures sont en tout cas sombres dans la léthargie, ainsi de suite, tout ça là. Et je pense que Hussein l'a rappelé. Il vous souviendra que en 2016, avant donc, la campagne, oui, il y avait un de leurs militants, donc il a rappelé le nom, je crois, la personne de Moussa Abdou, avec qui le président du parti devrait se présenter donc, à la présidence du parti, je crois, au dernier congrès de Maradi. Et là, on a dissuadé M. Moussa Abdou de se retirer en faveur du président actuel du parti sous certaines conditions. Notamment que, puisque j'ai vu, c'est un truc écrit, où le parti, l'ANDP, devrait présenter des candidats à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle. Et entre-temps, cet engagement écrit, malheureusement, n'a pas été respecté lors des dernières élections. M. Moussa Abdou a failli revenir, en tout cas, sur son engagement. Et puis, vous avez vu que toutes les péripéties qu'il y a. Et aujourd'hui, si d'autres reviennent, je pense que c'est quand même dans l'intérêt de leur parti. Je pense que le président, en tout cas, aura entendu cet appel-là des militants de première heure de leur parti qui veulent voir effectivement le parti avoir
plutôt qu'à d'avoir de contre-performances, que le parti est en train de recruter des nouveaux militants et en train d'accroître le nombre de députés, en tout cas des élus, que ce soit à l'Assemblée nationale ou des élus locaux, au lieu que... Je ne sais pas si présentement le parti, en tout cas qui a une implantation régionale dans la région de Dosso, est-ce que c'est le premier parti en termes sur le plan régional? En tout cas, depuis les élections générales de 2016, même cette implantation régionale, le parti l'a perdu. Il n'est plus le premier parti dans ce qui était supposé être son fief, donc, la région de Dosso. Là, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut quand même poser le problème sur le tapis à l'interne au niveau du parti et voir pourquoi cette contre-performance et cette léthargie, en tout cas des structures du parti, et jusqu'à ce que les gens, en tout cas, se soulèvent ouvertement pour demander au président de se ressaisir, ainsi de suite. Parce que tel que j'ai vu la lettre de Séni, Ali Sénigado, bon, à la limite, il demande même au président vraiment de ne pas, en tout cas, par rapport à l'histoire, que son nom soit peut-être associé justement à la décadence totale du parti. C'est une façon de dire que soit il se réveille pour vraiment remobiliser les militants, redynamiser les structures, ou bien il démissionne et puis il laisse la place à quelqu'un qui pouvait insuffler une nouvelle dynamique au parti, et pour qu'il puisse vraiment, même si aujourd'hui c'est difficile d'être le quatrième parti, grand parti sur l'échiquier politique, au moins garder son fief régional et éventuellement justement aller à la conquête d'autres, en tout cas de recruter de nouveaux militants. Ah oui, docteur. Un fief régional où il s'accaparait de 5 ou 6 sièges de députés il y a quelques années, aujourd'hui à peine 2 ou 3. Malheureusement, dans la région de Dosso, où il a pratiquement perdu tout son fief, en tout cas son capital électoral, ce qui fait que le parti régresse énormément sur le plan national. Docteur. Absolument, absolument. L'NDP, c'est un parti contre la dimension charismatique, c'est-à-dire que il y a 3 petits partis. Il y a parti à dimension historique, il y a une tradition familiale, les gens votent régulièrement, Dieu fermé, parti, voilà, depuis des siècles parfois. Et il y a une dimension, des partis à dimension programmatique, donc le programme qui fait que les gens adhèrent, voilà, programme en éducation, en santé, ce que vous voulez. Et parti à dimension charismatique, donc c'est les leaders qui canalisent donc l'adhésion des militants, ainsi de suite. Dès lors que les leaders historiques, Félix a disparu, évidemment, il faut encore quelqu'un qui soit aussi charismatique que lui pour que le parti puisse survivre. On se trouve que les gens qui sont élus ne sont pas à la hauteur, n'ont pas ce charisme-là qu'avait donc Adamou Jean-Mokoy. Et bien entendu, donc les partis dont les gens commencent à quitter, en tout cas à ne plus être mobilisés, enflammés, par des idéaux, y compris tout cela, bon, évidemment, ça montre que le déclin, donc il est table. Le parti donc va forcément décliner. Donc, Ali Sénigado a seulement raison de voir que si on ne fait rien, le parti va être enterré définitivement dans 1 an ou 2 ans. Donc, il n'y aura pas d'élection, participation aux élections en 2021. Donc, cela, donc, il y a un danger, une menace grave pour eux. Je pense que c'est à juste titre qu'il a fait en plus. Merci, Dr Soulaji. Merci, Ousseini Issa. Merci, Dr Ramouda Samokar. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été de notre pour Place Plus de cette semaine. Rendez-vous, je ne dirais pas la semaine prochaine, puisque le week-end prochain coïncide avec la fête la fête de Tabaski, qui est officiellement annoncée pour le samedi 2 septembre 2017, le lendemain, dimanche, donc le jour de la distribution de la viande. Les docteurs seront certainement affairés à partager dimanche, à partager la viande. Donc on ne pourra pas se retrouver sur Presse Plus, ce n'est que partie remise. Et par anticipation, Presse Plus, nous vous souhaitons déjà bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. En tout cas, bon mois de Zulhijj qui a commencé depuis 3 ou 4 jours maintenant. Bonne fin de semaine pour la suite de programme sur la télévision. Bon ferré. Au revoir et merci.